J'ai appelé les clientes en disant il n'y a plus d'institut de beauté, c'est un cabinet de médium. Puis après, elle les a égorgées et puis elle a mis tout le sang en fait sur moi pour faire partir le malin. J'avais beaucoup de mal à faire la différence entre les vivants et les morts en fait au début. Ils font comme si ça n'avait pas existé quoi. Alors que moi, c'est encore bien marqué au fer rouge. Donc si un médium vous incite à reprendre rendez-vous dans les prochains jours, fuyez. Ouais, exactement. La Suisse est dignement représentée par Audrey qui est installée sur les canapés. Bonjour Audrey. Bonjour. Bon, franco-suisse, oui. Voilà, oui, vous êtes française. Oui, je suis française. Mais vous vivez en Suisse. Voilà, très bien. Fait. Merci d'être là. Vous êtes médium, thérapeute, soins karmiques, formatrice. On va voir tout ce que vous proposez, bien sûr. Et alors, c'est drôle parce que vous commencez dans votre fiche de production, vous dites médium de naissance. Oui, tout à fait. Et pourquoi vous précisez de naissance? On est tous médiums Alors, part. on l'est tous, mais beaucoup partent du principe que c'est quelque chose qui s'apprend par la suite et qui se développe que après. Et moi, c'est quelque chose que j'ai eu depuis toute petite, que j'ai vraiment... j'ai voulu marquer ça et puis faire prendre conscience aux gens qu'en fait, j'ai jamais caché ce que j'étais. Ouais. Et je parlais avec les animaux, je parlais déjà avec les personnes décédées. Et puis voilà, je le criais haut et fort déjà à ce moment-là. Quoi. Mais vous dites d'ailleurs que c'est intéressant parce que médium de naissance, il y a beaucoup de médiums qui s'installent ici et qui disent moi depuis toute petite j'avais ça, mais je pensais que c'était le cas de tout le monde. Oui. Que c'était la normale et qu'effectivement... Oui, tout à fait. Et vous aviez déjà conscience de ça? Non. Au départ, on peut cataloguer ça en disant qu'on parle à un ami imaginaire, par exemple. Voilà, comme tous les enfants. Ouais. Hein. Et puis, j'avais beaucoup de mal à faire la différence entre les vivants et les morts, en fait, au début. C'était très compliqué pour moi. J'étais d'une famille catholique qui, en plus, pour eux, c'était quelque chose de mauvais, en fait, de parler de ça. Donc, je suis restée dans ma bulle en me disant que c'est pas grave, c'est dans ma tête, mais j'assume. Voilà. Et ça a toujours été, ça vous a suivi évidemment pendant toujours. toute votre Oui. Et votre puis vie. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais une enfant quand même très isolée, j'avais pas d'amis et puis mon seul refuge c'était de communiquer avec eux. Vu que j'étais pas forcément bien perçue aux yeux de certaines personnes de la famille, c'était ma façon à moi en fait de trouver du réconfort. Ouais. Alors il y a plusieurs sortes de médiumnité. Oui. Quelle est la vôtre? Moi, c'est ce qu'on peut appeler le channeling, c'est par canalisation en fait. Okay. Il suffit simplement que je me connecte à l'âme de la personne pour ressentir en fait tout ce qui s'est passé à travers son chemin, son vécu, passé, présent, futur. Ouais. Mais dans le futur, on va pas appeler ça de la voyance parce que pour moi, c'est pas quelque chose. Le libre arbitre, il est très important. Je suis pas à la place de la personne, c'est la vie de la personne. Je suis pas là pour interférer dans quoi que ce soit. Je donne simplement des opportunités qui peuvent se mettre sur son chemin. Et puis c'est à la personne de décider comment entreprendre ça. Alors le channeling, ça veut dire que les informations, elles vous arrivent par canalisation, mais vous les visualisez? Oui. Donc vous voyez les choses. Je vois, oui. Donc c'est de la clairvoyance, voilà. Clairaudience. Tout à fait. Vous avez le combo total. Voilà. C'est tout à fait ça. Je peux avoir en fait tout d'un coup même un parfum qui m'arrive ou alors un flashback comme si c'est moi qui avais vécu déjà cette chose-là auparavant, comme un souvenir en fait. Hein. Et puis après c'est des phrases comme si on me déversait tout un broc d'eau comme ça. Et puis c'est à moi en fait de prendre les informations les plus importantes et puis en fait de construire ces phrases-là en tant que message à passer à la personne qui est en face de moi. Ouais. Ça, vous avez... Vous précisez pas d'ailleurs si vous avez fait une autre activité que celle-ci. Aussi. Vous en avez fait plusieurs? Ouais. En fait, ça a été très dur de trouver ma place dans la société en fait. Donc je suis passée d'esthéticienne, masseuse, rebooteuse, toiletteuse. Pour chiens. Voilà. Enfin, pour animaux. Ouais. Voilà. J'ai fait sommelière aussi. Donc j'ai fait pas mal de métiers, mais ouais, c'était pas mon truc. Et puis, ce qui m'a permis vraiment de savoir qui j'étais vraiment aux yeux des autres, c'est suite au décès de ma grand-maman maternelle, qui est venue me voir en rêve au moment où elle a fait son AVC. Donc, elle n'était pas encore vraiment décédée. Hein. Elle était dans un coma après artificiel parce qu'elle a eu un cancer. Enfin, voilà. Et elle est venue me voir en me disant qu'il fallait que j'arrête mes bêtises. Parce que je faisais une activité qui ne me correspondait pas du tout, où je m'ennuyais et que c'était pas bon pour moi. Mais je suis toujours halluciné et je m'interroge toujours quand vous savez que depuis toute petite
vous avez ces facultés-là. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous entêtez à faire une autre activité professionnelle que celle pour laquelle vous êtes destiné? Le regard des autres, tout simplement. On est très vite jugé. C'est un métier qui fait parler, qui n'est pas forcément avec une bonne image, une bonne étiquette. Hein. Donc, et puis quand en plus, il y a les parents qui sont derrière en disant « mais arrête tes bêtises, tu vas pas faire ça, oui, mais c'est pas un métier, ça. » Sauf qu'ils avaient des preuves que ce que vous disiez était quand même avéré. Oui, tout à fait. Donc ils auraient pu se dire « bon, elle a effectivement développé ces capacités-là, lance-toi ». Ouais. Non, pour eux, c'est le coup de bol. Ouais, mais bon, tu savais déjà, ou t'as entendu dire. Voilà, c'était pas forcément... Pour eux, c'était pas bien. Ouais, il ne fallait pas faire ça, en tout cas. C'était pas la voie... Bon. Donc, vous vous êtes cherché longtemps? Beaucoup. J'ai... 2011, je me suis lancée dans la médiumnité. Vraiment. Où j'assumais en disant « je suis médium ». Mais avant, non, c'est... Et c'est donc le message de votre grand-mère qui a fait toute la différence? Oui, vraiment, toute la différence. J'avais ouvert un institut de beauté. Et en fait, le lendemain, j'ai appelé les clientes en disant il n'y a plus d'institut de beauté, c'est un cabinet de médium. Ouais. Ah ouais. Le lieu qui était à l'origine destiné à l'institut de beauté, vous allez en faire un cabinet de médium. Et j'ai gardé la moitié de la clientèle. Bien sûr, les autres, ils ont trouvé ça farfelu. Mais la moitié de la clientèle m'a suivie. Ouais. Ça, c'est brutal comme décision, pour le coup. Ouais. Mais ça ne m'a pas fait peur, parce qu'en fait, pour moi, c'était une confirmation et c'était une évidence. D'avoir en plus ce message de ma grand-mère, je me suis dit, ah oui, elle a toujours cru en moi. Si elle me le dit aujourd'hui, c'est que c'est le moment, quoi. C'est écrit. Ouais. Donc, je l'ai fait. Alors, comment est-ce que... c'est toujours passionnant parce que je me dis, même si on entend à longueur de temps qu'on a tous ces capacités-là, on se pose toujours la question de savoir pourquoi certains arrivent à les développer aussi facilement et d'autres vont se fermer complètement et n'auront pas cette c'est l'éducation, c'est le formatage, ce qu'on appelle aussi tout ce qui est les fausses croyances, mais principalement l'éducation, parce que la famille, les parents nous referment beaucoup en fait. On doit rentrer dans des cases, dans un moule. Donc si on est en dehors de ça, ça va pas. Donc parce que tous les gamins, même mes enfants, me disent au début, il parle à un tel, mais c'est son ami imaginaire. Mais non, en fait, c'est des défunts qui viennent déjà communiquer dès le départ. Mais il y a des parents qui acceptent et d'autres qui vont dire, mais arrête tes bêtises. J'ai le cas, moi, à la maison. Voilà. Une petite fille de 8 ans qui passe sa vie avec des personnages imaginaires. Et quand on lui demande d'ailleurs, il me dit, mais qu'est-ce que tu... Il me dit, mais tu les vois pas, regarde, ils sont là. Ils sont 3. C'est fou. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'on peut effectivement se poser des questions en se disant, bon, elle est dans son univers imaginaire, c'est très bien, c'est de son âge et il n'y a aucun problème. Jusqu'à dire qu'elle a un animal qu'elle aime particulièrement, qui est une biche rose. Oh, trop fort. Et donc, elle la soigne, elle la brosse, elle la caresse. C'est extraordinaire. Mais c'est génial, je trouve. Alors après, il y a effectivement 2 approches des parents. C'est ça. Soit qui s'en inquiètent en disant « mais t'as fini, tu racontes n'importe quoi ». Soit qui se disent « c'est de son âge, laissons-la évoluer ». Et puis peut-être une 3e catégorie qui considère peut-être que c'est de la médiumnité. Oui, tout à fait. Moi, mes enfants, dès le début, je leur fais prendre conscience, le métier de maman, c'est comme ça. Si tu ressens des choses, si tu vois quelqu'un dans la pièce, c'est tout à fait normal. Et puis, si tu as peur, tu me le dis. Et alors ils voient oui. L'aîné, il a vu pendant longtemps. Maintenant, il a 16 ans, donc c'est passé au-dessus, c'est plus son truc. Mais pendant longtemps, il disait communiquer avec les anges, par exemple. Quand moi, je demandais une information, parce que malheureusement, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, quand on demande pour soi, on n'a rien. Donc, je passais par les filets de mon fils pour essayer d'avoir des renseignements. Et puis, il disait « Attends, je demande aux anges ». Puis, il avait des réponses.
Quelle est la médiumnité qui vous a le plus bluffé? Vous avez les prénoms, vous avez tout ça? Alors, les prénoms, quand je sors un prénom comme ça, ouais. J'ai eu ça quand je suis passée à la télé, une émission suisse, où je suis rentrée en transe carrément médiumnique, alors qui n'était pas du tout prévu à ce moment-là. Et c'était avec Claude Bergier, un guérisseur qui avait été jugé pour sorcellerie à l'époque, parce que c'était un faiseur d'anges, donc il faisait des avortements aux femmes. Et puis, il guérissait avec les plantes et tout. Et puis, bref, il a été jugé. Il a été condamné? Ouais. Ok. Mais il a été torturé, vraiment. Il a été torturé et je suis rentrée en transe en décrivant, en fait, tout son procès verbal et tout ce qu'il a subi. Et j'ai pu sortir le prénom de sa femme, sa bien-aimée à ce moment-là. Et c'est vrai que quand il y a des prénoms qui ressortent comme ça, c'est quelque chose de très fort parce qu'on a l'impression vraiment qu'on est vraiment dans la vie de la personne à ce moment-là. Mais oui, tout d'un coup, il y a des prénoms qui sortent. On ne sait pas pourquoi ça vient comme ça, mais ça vient. Donc, On dit souvent qu'il y a des médiums, ils nous disent que la plupart du temps, ils ont leur guide ou des gens qui sont, enfin, voilà, des âmes qui sont susceptibles de les aider, de les accompagner. C'est votre grand-mère? Je l'ai eu pendant longtemps, mais nos guides, en fait, changent en fonction de notre évolution. C'est comme quand on est à l'école, on change de professeur. Donc, je l'ai eu, on va dire, les premières années de pratique, vraiment. Elle est venue, le fait d'avoir quelqu'un que je connaissais, c'était rassurant. Et puis après, elle a laissé sa place à un autre guide. Et puis, ça change comme ça à chaque fois que moi, j'évolue aussi dans ma pratique. Ouais. Donc, il reste toujours au même emplacement parce qu'un guide a toujours son emplacement, je dirais, attitré dès le début quand on communique avec. Et puis, il y a un emplacement pour les défunts, ce qui fait qu'en fait, on peut les différencier plus facilement aussi quand ils se présentent. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, qui sont vos guides? J'ai un homme en guide, un homme que je connais, enfin que j'ai jamais connu de son vivant en tout cas. Il n'est pas forcément évident parce que il me permet en fait de m'affirmer un peu plus et puis de me mettre plus en avant. Je vais pas dire qu'il donne moins d'informations ou que c'est moins précis, mais je dois aller plus gratouiller en fait pendant les séances. Donc, ce qui est quand même un paradoxe, parce que si c'est votre guide, il est censé vous donner un maximum d'informations. Mais non, il faut que vous alliez les chercher. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien parce que ça permet aussi de pas avoir toujours cette sécurité de se dire « Oh, mais c'est bon, de toute façon, le guide, il va tout me transmettre. » En fait, il faut vraiment... moi, ça m'arrive des fois, même avec des personnes qui se présentent en face de moi, où j'ai la page blanche pendant un moment. Mais c'est parce que je dois tisser un lien différemment. Et puis ce guide-là, justement, le fait d'aller gratouiller, il m'a permis d'amorcer d'autres thématiques dans ma pratique, de faire des soins énergétiques, des nettoyages karmiques, du recouvrement d'âme aussi, d'aller vraiment me connecter à l'âme de la personne et voir un peu sur d'autres plans les bouts d'âme qu'elle a un peu laissés, en fait. Donc, ça peut être dans les anciennes vies, enfin, les choses comme ça. Donc, il me permet vraiment je dirais un peu de me multiplier à d'autres endroits. Ouais. Je pose toujours cette question quand on reçoit des médiums. Est-ce que vous lui avez demandé l'autorisation de venir ici? En fait, elle s'est fait toute seule. En fait, c'est venu à moi. C'est pas... Quand ça vient, c'est que c'est fluide et que voilà, faut pas réfléchir. Ouais. Vous parlez de rituels traumatisants qu'on vous aurait imposés. Oui. C'est quoi cette histoire? Oui. Justement, ma famille, mes parents et puis surtout aussi mon frère aîné, donc j'ai qu'un frère. Et pour eux, ce que je faisais, le fait d'allumer des petites bougies et puis de communiquer avec les défunts, c'était pour eux des rituels sataniques. C'était très mauvais. Et j'avais déjà quitté la France pour aller en Suisse à ce moment-là. Et ma nièce, donc la fille de mon frère, a commencé à avoir des défunts. Et d'autres choses qui n'étaient pas forcément bonnes, où elle se faisait attaquer durant la nuit, où elle saignait du nez. Et ils sont allés voir une dame, soi-disant guérisseuse, voilà. Et la première chose qu'elle a dit, montrez-moi les photos de la famille. Et elle a vu ma tête, elle a mis un point sur la photo en disant, elle a le mal en elle, il faut faire un truc.
Et donc, bien sûr, c'est aller dans le chantage du style si tu vas pas voir cette dame, si tu fais pas un travail, je t'interdis de voir ma fille. Enfin, puis ma nièce à l'époque, c'était tout pour moi. Et j'ai dit bon, je vais le faire, quoi. Mais je sentais que c'était pas le truc qu'il fallait que je fasse, hein. Mais je l'ai fait pour ma famille, vraiment. Mais ça a été vraiment très traumatisant, vraiment, parce que à cette époque, j'avais plus ma grand-mère. C'était une autre guide, une femme vraiment que j'adorais. Et elle a sacrifié des poules devant moi, cette femme. Alors avant de les égorger, elle les a tapées partout Mon Dieu. sur moi. Donc j'entendais, déjà je suis végétarienne, hein, donc j'entendais les poules hurler à chaque fois qu'elle les tapait. Et puis après, elle les a égorgées. Et puis elle a mis tout le sang en fait sur moi pour faire partir le malin. Donc, Au secours. Ouais, au secours. Et la seule chose qu'elle a su faire partir, c'était ma guide à l'époque. Donc je me suis sentie vraiment seule. Il y a quand même un seule. paradoxe, c'est que vous êtes issu d'une famille qui est aux antipodes de ça, ouais. très catholique pour le coup, qui refute complètement cette hypothèse. Mais par contre, c'est ça. Qui va voir quelqu'un. C'est l'extrême. Ouais. Parce qu'elle pense que vous êtes quelqu'un de mauvais. Voilà. C'est des on-dit. On a conseillé. Moi, je suis allée voir cette dame. Il faut que tu ailles la voir. Elle va tout arranger. Tu verras. Mais les conséquences, ils s'en foutent, quoi. Et alors, du coup, la nièce elle a continué quand même pendant un moment de voir des choses, sauf qu'ils lui ont retiré aussi son don. Donc, alors, ils lui ont pas dit comme ça. Hein, ils lui ont simplement dit qu'ils l'avaient soignée. Mais maintenant, elle voit plus rien. Enfin, ça a tout été retiré. Ouais. Donc, c'est effectivement une situation qui est assez... mais vous êtes en Suisse parce qu'il y a ces complications-là ? Alors, non, j'étais déjà partie parce que ça allait plus, ça matchait plus déjà avec ma famille, mais ça m'a fait que confirmer le fait que ma place, elle est vraiment en Suisse maintenant, quoi. Voilà. Heureusement, ma famille a changé maintenant. Hein. Ouais, ça y est. Ils se sont ouverts parce qu'ils se sont rendus compte que ce que je faisais, il y avait quand même des résultats, que c'était pas un truc complètement à l'ouest. Farfelu, ouais. Et il y a eu des retours, il y a eu aussi le passage à la télé qui a confirmé que voilà, c'était crédible. Donc, et puis j'ai pu aussi passer des messages de personnes de la famille qui étaient décédées, donc avec des choses que je connaissais pas de mon enfance. Et puis c'est là où ils se sont dit. Ça les a confortés dans l'idée de se dire peut-être qu'on s'est trompé, quoi. Ouais. Et je sens qu'aujourd'hui ils essayent de se rattraper, mais ils font comme si ça n'avait pas existé, quoi. Ouais. Alors que moi c'est encore bien marqué au fer rouge. Donc oui. Et donc vous n'avez pas oublié, c'est ça ? Non. Bon. Non. Vous avez parlé effectivement des rêves prémonitoires et cette décision radicale, c'est 2011. Où vous décidez effectivement de tout changer du jour au lendemain en disant j'arrête le cabinet d'esthétique c'est ça. Et je deviens médium à mon compte à temps plein. Ouais, exactement. Et les choses marchent tout de suite ? Alors, tout de suite, oui, parce qu'en fait, il y a la curiosité des personnes qui se disent « Ah, mais attends, je vais tester. » Et puis au final, après, c'est le bouche à oreille, quoi. C'est ça. Hein. Moi, je ne fais pas forcément de pub. En Suisse, ils font beaucoup de pubs quand même là-dessus, mais moi, je pars du principe que la meilleure publicité, c'est du bouche à oreille. Alors, ça peut être aussi la pire, hein, on s'entend bien. Hein. Mais ça a quand même super bien marché, plus que l'esthétique, en tout cas. Oui, j'imagine. Alors, aujourd'hui, vous accompagnez ceux et celles qui en ont besoin. Oui. Parce que vous avez donné effectivement un panel de choses entre... les thérapeutes de l'âme, soins karmiques, etc., etc. Et vous allez jusqu'aux formations. Oui, exactement. Vous formez à quoi ? La médiumnité, les soins énergétiques. Mais c'est des formations où vraiment j'apprends à la personne déjà à travailler sur elle-même. Donc il y a un fort développement personnel qui se met en place. Alors il y a certains élèves qui arrêtent en cours de route parce que c'est bouleversant dans un sens de travailler sur soi. Et d'apprendre vraiment toutes les bases de ce que c'est une énergie, comment ça vibre, comment on la modifie, comment on la transforme en fait, jusqu'aux soins karmiques, donc les nettoyages, comment se nettoyer, se protéger. Donc il y a pas mal de choses. C'est un cursus qui dure combien de temps ? En général, c'est 2 ans. 2 ans en raison d'un samedi par mois ou un dimanche par mois, ça varie. Ouais. Ah oui, donc c'est une formation qui est assez longue. Hein, oui. En fait, chaque cours, on apprend quelque chose et puis après, on le perfectionne au cours d'après. Donc, Combien vous avez formé de personnes jusqu'à présent ? J'ai eu une dizaine de classes
Mais je pense que j'en suis bien près des 100 personnes, je pense. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez effectivement, alors notamment tiens, dans les soins énergétiques, Oui. On l'a vu, et les nettoyages des lieux? Alors, les lieux, oui, mais surtout les personnes. Les lieux, en Suisse, on a beaucoup ce qu'on appelle les géobiologues, en fait. Hein. Donc, ils On font a pas aussi ici en France. Hein. Voilà, donc Ouais. on ne fait pas forcément appel à un ou une médium. Ouais. Mais c'est surtout les personnes, quand on se rend compte que dans notre vie, c'est bloqué, qu'on tourne en rond, que les schémas se répètent, qu'on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas. C'est ça, en fait, que je vais nettoyer. C'est tout ce que nous, on a mis en place depuis notre naissance jusqu'à maintenant, et aussi tout ce qui est transgénérationnel, ce que nos parents, nos grands-parents, ils nous ont laissé comme bagage. Et après, ce qu'on peut appeler des dettes karmiques d'ancienne vie. Donc, en fait, on fait un reset de tout ça pour que la personne elle puisse vraiment avancer sereinement sur son chemin. Ouais. Et ça dure combien de temps? Alors, ça se fait en une fois et ça dure à peu fois près. Voilà. Et puis, principalement, ça, c'est des choses que je fais plutôt à distance parce que vu que les personnes. Alors, avant, je faisais au cabinet, mais elles se déchargent beaucoup. Et après, moi, c'était le problème d'aller nettoyer mon cabinet derrière. Donc, ça me demandait beaucoup trop de travail à faire. Donc, je fais à distance, sur photo. Je fais un compte-rendu, en fait, de tout ce qui a été nettoyé. Parce que ce qui est important, c'est que le mental aussi prenne conscience de ce qui a été fait. Sinon, il ne met pas en place son changement. Et puis, mais en général, c'est, on va dire, un rituel qui dure entre 2 heures à 3 heures de temps. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. 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 On parlait des supports, vous parliez justement des photos. Oui. Tout ce que vous faites, il y a un support? Non, pas forcément. Non. Non. Je peux utiliser un support si je suis fatiguée, si je suis vraiment même malade ou quoi que ce soit. Là, je vais prendre des cartes, mais c'est principalement pour confirmer ce qu'on me donne comme information, pour pas que mon mental il vienne vraiment m'embrouiller à ce moment-là. Mais après, non, c'est principalement ça vient, j'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit. Ouais. Vous ressentez par le corps aussi? Ouais. Beaucoup. Ouais. Et ça, c'est dur par moment, par contre. Dans certaines séances, surtout quand il y a des séances avec des enfants décédés, là, c'est vraiment, c'est pas évident. Parce qu'on a toute la peine, en fait, que l'enfant, il a et qu'il veut démontrer encore à sa maman. Ouais, c'est dur. Vous faites des médiumnités en salle? Oui, aussi, oui. Sous forme de conférences médiumniques? De conférences, oui. J'ai pas fait depuis un moment, mais oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites? C'est de voir le changement qui s'opère chez les personnes quand j'ai un retour. Au bout d'une séance, alors je ne suis pas du style à planifier les séances, pas du tout. Au contraire, je dis à la personne, prenez le temps, laissez les choses se faire. Voilà, donc elle vient vraiment quand elle en a besoin, la personne. Donc ça peut être des fois une fois par trimestre ou même juste une fois dans l'année. Mais c'est le retour, en fait, la satisfaction de se dire que j'ai aidé, j'ai accompagné cette personne et maintenant elle va super bien. Alors ça, c'est magique. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est passionnant de voir jusqu'où vous avez tout ce que vous avez dû endurer, quelque part, pour se rendre compte que, en fait, vous étiez véritablement faite pour ça. Ouais. Et vous parliez en début d'entretien des animaux, et cette connexion que vous avez avec les animaux, vous l'avez toujours? C'est juste, on appelle ça même de la communication animale chez vous? Oui, c'est pareil. Alors, je travaille aussi beaucoup avec les animaux. Je fais des thérapies aussi avec les enfants autistes ou les enfants qui ont des problèmes dans leur famille, tout simplement. Parce que beaucoup de parents viennent en disant « je vous amène mon enfant parce qu'il a un souci ». Ça va pas, il est compliqué. Au final, on s'aperçoit que c'est pas l'enfant qui est compliqué, mais plutôt le parent. Mais certains se renferment tellement sur eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et puis même à travers des thérapies avec le dessin, c'est compliqué en fait d'aller avoir des informations. Et on se rend compte que soit avec un cheval, soit avec un chien ou un chat, l'enfant il arrive vraiment à s'ouvrir. Ouais. Donc pour moi c'est vraiment très important de mettre et d'avoir encore cette pratique dans ma vie. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Audrey? C'est pas évident comme ça. C'est une question qui est difficile. L'autre jour, on m'a dit « Oh là là, mais, qu'est-ce que je peux répondre à ça ?» Et je me suis auto-posé la question. Ouais. J'aurais du mal à répondre aussi. C'est pas évident. Je pense que c'est simplement, j'aimerais que les gens prennent conscience que c'est pas un métier c'est pas du charlatanisme en fait. Voilà.
J'aimerais que... Il y en a. Alors, je suis d'accord. Existe, hein. Je suis la On peut pas première nier même... ça, hein. Je suis la première même, des fois, à soupçonner certaines personnes. C'est vrai, mais qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut percevoir même à un moment donné, et puis se dire « Ah, mais c'est juste mon intuition du moment ». Je pense que ce qui serait bien, c'est que les gens s'ouvrent un peu plus à ça. Ouais. Sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Alors, quelle différence, et ça serait intéressant d'avoir votre point de vue, comment faire la différence entre une bonne ou une mauvaise médium? Déjà, moi, je pars du principe que la bonne médium, elle ne va pas chercher les gens. C'est les gens qui viennent à eux. Donc, c'est... Bon, dans mon entourage, je connais beaucoup de personnes. En Suisse, on les appelle les magnétiseurs guérisseurs. Alors, je ne sais pas si en France, c'est pareil. Principalement, ce sont des hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, déjà ça. Mais... je trouve que c'est très farfelu dans le sens que il y a une sorte de manipulation qui se met derrière. C'est du style, il faut tant de séances. Mais vous parlez des magnétiseurs en Suisse. Ce que vous appelez les magnétiseurs rebouteux et autres, vous considérez que c'est du charlatanisme? Pas forcément. Il y en a des très bons. Mais il y en a beaucoup qui utilisent cette étiquette en se disant ça va être de l'argent facile à se faire. Oui, mais alors justement, ma question c'était comment est-ce qu'on reconnaît un bon d'un mauvais médium? Le bon médium, comme je vous dis, il ne va pas chercher les gens, en fait. Moi, les gens qui viennent à moi, je pars du principe que c'est des personnes vraiment que je peux aider. Et puis, je fais qu'une seule séance. Je ne planifie pas après. Pour moi, la personne qui va tout de suite dire « Bon, on a travaillé que ça, mais bon, il faut qu'on se revoie dans 2 semaines ou dans 3 semaines », pour moi, ça, c'est pas bon. Et c'est là où je veux dire que ça, c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas un bon médium, par exemple. Voilà. La médiumnité... Quand on vient en séance chez moi, par exemple, je fais ce que j'appelle une vue d'ensemble, donc du parcours, et je passe les messages. Et les messages, normalement, ils doivent parler sur le moment à cette personne-là. Et il y en a d'autres qui vont dire « non, ça ne me parle pas du tout », mais justement, ça va venir après. Et en général, on compte bien 6 mois avant vraiment que tout ce qu'on a évoqué durant la séance, ça se mette en place. Et le charlatan, lui, il va planifier déjà sa séance au bout de 2 semaines. Ouais. Donc, si un médium vous incite à reprendre rendez-vous dans les prochains jours, fuyez. Oui, exactement. Ok. Ouais. Il y a d'autres caractéristiques qui... Est-ce qu'un médium qui pose des questions est un mauvais médium? Moi, je ne suis pas là-dedans, j'aime pas ça. Non, alors c'est facile. Alors, dans ces cas-là, tout le monde est médium là-dessus. Non, c'est la personne... le médium, c'est lui qui va chercher les informations, c'est lui qui se casse la tête pour avoir tout ce qu'il faut entre les mains pour donner à la personne. Celui qui commence à poser des questions, non, c'est pas un médium pour moi. Non. Donc vous posez pas de questions? Non. Les gens viennent, s'installent, et c'est ce que je leur dis ou en visio, ne me dites rien, exactement. Et on y va. Et il y en a, je demande simplement un prénom. Des fois, parce que quand la personne elle est un peu trop imposante ou qu'elle me fait un peu peur, je me base avec le prénom, mais j'ai quand même certains clients qui s'amusent à me donner des prénoms différents juste pour m'intimider. Et au final, ça se sent durant la séance qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis je leur fais comprendre, et puis c'est là où ils se disent « Ah, ouais, quand même ». Mais non, je demande de pas... Et je leur dis d'entrée, je leur dis « Voilà, vous vous asseyez, vous me donnez votre prénom, votre date de naissance, c'est tout ». Après, si vous avez des questions, on regardera ça par la suite. Mais pour le moment, je ne vais rien savoir. Ouais. Bravo, en tout cas, belle initiative de vous assumer aujourd'hui en tant que médium, malgré le parcours qui était un peu chaotique, difficile. Et surtout, en plus de ça, quand ce sont des gens extérieurs, on se dit, bon, à la limite, on s'en moque. Quand c'est la famille, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué, mais les choses visiblement sont rentrées dans l'ordre. Oui. Bon, ça va. Oui. On peut donc vous consulter à distance.
Oui. Pour les animaux aussi. Exactement. La médiumnité, évidemment. Le transgénérationnel, bien sûr. Les traumas d'incarnation, les nettoyages et autres, les soins karmiques. Oui. Et les formations. Oui. Puisque ceux et celles qui ont envie aussi parfois de développer cette capacité, oui. Qui ne savent pas très bien, d'abord, par où commencer, et deux, quelle est la suite à donner à ces fameuses capacités, vous pouvez les aider. Oui, exactement. Donc, bravo. Audrey Séné, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous, pour prendre rendez-vous avec vous, pour suivre aussi votre actualité sur les sessions de formation que vous proposez. Et puis, bon retour en Suisse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous commentez, vous partagez avec bienveillance, comme toujours, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.